Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de demeurer fidèles à Bénin Business 24, la chaîne du développement. Le grand rendez-vous démarre ainsi donc sur les chapeaux de roue, mais avant la météo. Bonsoir aux populations de Bani-Kouara. Eh bien, pour vous et rien que pour vous ce soir, mesdames et messieurs, nos invités sont déjà prêts, bien installés. Avec la rubrique Autant savoir, on vous emmène dans le monde estudiantin. On vous emmène dans ce monde pour découvrir que c'est bien possible d'étudier et d'apprendre un métier. Nature et bien-être s'intéresse aux pathologies de l'âge mûr avec un médecin généraliste comme invité. L'expert du jour est à la fois entrepreneur et formateur. Avec nous allons parler de l'entrepreneuriat au Bénin. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Le 1945, vous le savez. Et Roch, il est déjà là, il est impatient, justement, mesdames et messieurs, de vous présenter les titres. Roch Aurélien Koinou, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Déjà prêt et bien installé? Oui, tout à fait. Quelles sont les informations que vous avez pour nous ce soir? Eh bien, Agnès, hier, apprenants et enseignants ont repris le chemin de l'école. Les cours ont-ils démarré? Nous sommes allés faire le constat dans quelques établissements primaires et secondaires de Cotonou. Vous aurez le compte-rendu dans le journal de ce soir. Et il faut aussi retenir que cette année scolaire démarre avec plusieurs réformes dans le système éducatif et dans les programmes avec le grand retour de la dictée. Quels seront les impacts de ces réformes sur le niveau des apprenants? Eh bien, l'inspecteur de l'enseignement du premier degré viendra nous faire sa lecture. Et enfin, nous parlerons de la Chine qui s'engage à nouveau aux côtés du Bénin d'un secteur. Elle veut maintenant aider le Bénin à le défi de zéro insécurité alimentaire. Mais comment? Vous en saurez davantage en gardant votre position d'écoute de téléspectateurs, bien sûr. Voilà, Agnès, les grands titres à développer ce soir, sans occulter, bien sûr, les informations en bref sur le continent. Alors, nous, déjà, je peux vous dire que moi, je suis très impatiente de suivre toutes ces informations-là que vous avez pour nous. Donc, j'ai hâte d'être avec vous à 19h45, mesdames et messieurs. Roch nous laisse juste un instant, il reviendra, vous le savez. Et le grand rendez-vous se poursuit avec le premier plateau, Autant savoir. Alors, étudier et apprendre un métier, c'est bien possible et nous allons avec notre invité sur ce plateau. Mais avant, nous vous invitons à suivre ce reportage. Atelier de coiffure à l'université d'Abomey-Calavi. C'est l'œuvre de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE. Au-delà de la recherche de diplômes universitaires, certains s'essayent à des activités manuelles telles que la coiffure. Naturellement, c'était un don pour moi
faire les tresses, j'ai dû m'inscrire à l'UACE afin de continuer mes rêves et d'approfondir mon don. Cette activité para-universitaire remonte aux années 80. Elle constitue une porte sur l'auto-emploi. La session coiffure compte plus de 300 inscrits. Il y a pas mal de gens qui ont pris part ici et qui poursuivent encore. Et dans les ateliers hors du campus, il y a d'autres qui ont déjà un peu de kiosques partout. Il faut que les autorités nous accompagnent afin que l'auto-emploi puisse prospérer. En dehors de la coiffure, l'EACE offre d'autres formations aux étudiants. Pourtant, de nombreuses personnes ignorent leur existence. Il y a la session couture, et il y a la session musique moderne, il y a l'art plastique, et ciné-photo UNESCO, on l'appelle CPU. Là, ils apprennent à faire les reportages. Il y a aussi la session théâtre, session danse nationale, la session chorégraphie. Il y a même des gens qui sont sur le campus depuis des années, mais qui ne savent pas qu'il y a quelque chose du genre ici. Association noble, études et activités manuelles. Elle constitue une source de revenus pour les étudiants et peut même leur être bénéfique plus tard dans leur vie professionnelle. Eh bien, désormais, c'est plus une surprise. À l'université, c'est possible d'étudier et d'apprendre un métier phare. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bello. Alors, vous êtes notre invité sur Autant Savoir pour, eh bien, vous êtes expert en stratégie de développement et vous êtes aussi socio-anthropologue. Dites-nous, pour vous, des étudiants qui apprennent la coiffure à l'université d'Abomey-Calavi, est-ce une surprise? Non, puisque j'ai été étudiant sur cette même université. J'ai été membre de l'EACE, Ensemble culturel et artistique des étudiants. Donc, je sais qu'il y a ces genres d'activités. Enfin, pour moi, ce n'est pas une surprise. Alors, vous avez fait part de l'aventure alors, et vous avez retiré quoi personnellement? Non, moi, je n'ai pas fait ça. J'ai fait un peu de musique, mais je n'ai pas fait la coiffure. D'accord, mais vous avez appris quelques rudiments au niveau de la musique. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes musicien ou vous êtes juste de musique? Non, je le fais pour ma passion. J'aime bien le piano. Je suis spécialiste des instruments à vent, flûte et saxophone. Donc, je les ai à la maison. J'entraîne mes enfants à cela. Et puis, bon, chez nous, c'est comme une affaire de famille, quoi. Et puis, bon. D'accord. Alors, dites-nous, hein, qu'est-ce qui peut amener à faire ce choix, c'est-à-dire étudier et apprendre un métier de façon parallèle? Qu'est-ce qui peut amener un étudiant à faire ce choix? Essentiellement deux choses. Premièrement, c'est une affaire de famille ou de caste. Vous verrez de grands professeurs agrégés, de grands médecins, de grands universitaires. Mais peut-être à côté, il est boucher, ou il est potier, ou il est vannier, ou il fait du football ou du basketball. Et puis, cela vient seconder la première profession qu'on lui connaît et puis qui lui donne donc tout son prestige social. Il fait, parce que ses parents l'ont toujours fait. Il a été inscrit et puis, bon, c'est un peu comme chez la Yoruba où tout ce que vous faites du commerce à côté, ou un peu comme chez les Nago où tout ce que vous faites un peu de vulcanisation à côté, et que vous pouvez aller le plus loin que possible dans les études et que vous le restez. Un peu comme chez les Haoussa, vous vendez n'importe quoi, mais vous vendez un peu de cola à côté. Donc c'est une affaire de famille, c'est une affaire de caste, c'est une affaire de culture. Voilà le premier déterminant. Ça, c'est le sociologue en vous qui nous emmène sur cette piste. Bien sûr, c'est à ce titre que vous m'avez invité. C'est sûr, voilà. Alors. Un second déterminant, on peut le faire parce que cela fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les alternatives professionnelles. Vous apprenez quelque chose dont vous êtes professionnel, mais redoutant le chômage ou la concurrence, le marché de l'emploi, où vous savez que l'insertion socio-professionnelle est difficile, alors on multiplie les cordes à son arc en faisant une ou deux autres choses. Donc un enseignant peut être en même temps un musicien amateur ou un potier ou toute autre forme d'art. Là, on parle de profession et de métier. La profession, ce que vous avez appris en bonne et due forme, là où vous faites carrière, là où vous en êtes professionnel, et de l'autre côté, ce que vous savez faire de vos mains pour compléter l'autre, peut-être pas passion ou pas souci de juguler la vie au regard de la morosité économique, des contraintes sociales, de ce que de plus en plus tout devient difficile.
Donc, vous êtes prévoyant et proactif de cette façon. Alors, vous faites bien de parler de morosité économique qui peut emmener un étudiant à faire cela, puisque quand il accepte aller vers ce corps de métier, il peut déjà être autonome, même en étant toujours à l'université. Oui, une autonomie relative, puisque dans le même temps, il a des contraintes universitaires. Des heures de cours à honorer. Voilà, il a des contraintes calendaires. S'il décide d'être étudiant, avoir ses parchemins et gagner sa vie par cette branche, il y a des sacrifices qu'il doit faire, donc l'autre l'occupe à temps perdu ou en second temps. Là, il jugule les deux, il sait là où il est professionnel et là où il est amateur. Que c'est possible véritablement, hein, quand on sait comment fonctionnent les cours au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, de pouvoir faire les deux de façon parallèle et de sortir de l'université avec les deux cordes à son arc, justement. C'est très possible, puisque dans l'un ou l'autre des deux cas, ce sont des efforts à consentir pour assimiler des connaissances ou des pratiques qu'avec le temps, vous devez développer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je ne vous apprends rien en vous disant que moi, je connais beaucoup de Huntondi qui sont d'éminents professeurs d'université. J'en connais même qui sont pilotes ou fraiseurs, mais qui, dans le même temps, sont forgerons. Quand ils viennent en vacances, vous les voyez à la forge, et puis vraiment, ils le font de façon magnifique. Et ils le font bien. Parce qu'on le leur a enseigné. Que je connais beaucoup de Yamadais qui sont des tisserands, parce qu'on le leur a appris, et puis malgré tout ce qu'il a pu vouloir faire de draps, des nappes, bon, parce qu'il a appris en famille. Comment ils ont fait? C'est en s'organisant. Là, vous avez un peu moins de temps pour les loisirs aux autres, ou alors cette seconde activité devient votre loisir. Je pense que ce serait plutôt ça la solution, hein, c'est que cette seconde activité devienne votre loisir. Là, vous le faites avec plaisir. Chacun fait son choix. Ne le voyez pas comme contrainte. Chacun fait son choix, puisque dans tous les cas, vous avez droit à des pique-niques comme tout le monde. Vous, je ne sais pas, prendre une bière quelque part, à regarder un film que vous aimez. Vous n'allez pas tout supprimer, c'est-à-dire toute activité ludique et être tout le temps dans l'apprentissage et le modelage. Ce n'est pas possible. Vous allez esquinter. Il faut trouver le temps pour faire autre chose. Bien sûr, pour votre équilibre et votre épanouissement personnel. Mais pour que cela soit facile, ce serait bien que le second métier que vous choisissez soit un métier de passion ou, comme vous le dites, un héritage de famille. Bien sûr, bien sûr. Enfin, Hegel a dit, rien de grand sans passion. C'est sûr, rien de grand sans passion. Mais on en parle sur le milieu en ce qui concerne les sessions professionnelles. Et après, quand vous vous aboutissez, vous avez vos parchemins, deviennent ces petits métiers que vous avez appris. On ne les oublie jamais. Vous savez, on est plus attaché à une profession au regard du parcours et de tout l'effort que vous avez fait pour en arriver là. Et puis, est-ce que vous pouvez prendre vos diplômes et les déchirer? En fait, ce sont des papiers. Mais vous avez consenti beaucoup d'efforts, par exemple, pour devenir journaliste, vous avez fait des études. Et puis tout cela crée l'attachement à cette profession. Vous n'allez pas vous décrocher aussi facilement que cela. C'est une chose de l'autre côté. Même dans des métiers qu'on estime informels, parce que celui qui apprend la soudure parce que son père l'est, sans en avoir réellement l'attestation formelle, mais qui a la pratique est très bon, il a dû sacrifier des heures de football ou des heures de danse ou des heures de musique ou des heures de plage ou de pique-nique pour en arriver à cela. Et tout cela fait qu'il porte cela non seulement dans sa conscience, son vécu, dans sa pratique, et il y a un attachement de fait qui le lie à ce qu'il sait si bien faire en dehors de sa profession que socialement on le connaît et où on le classe. Alors, sur ce plateau, vous êtes aussi notre expert en stratégie de développement. Alors, parlons développement, parce que c'est important justement pour le développement de l'étudiant, que ce soit dans sa vie proche, que dans un lointain avenir, d'opter pour un choix de métier et d'apprendre aussi une formation professionnelle. Pourquoi pas? C'est ici qu'on ne continue pas à penser qu'il faut aller à l'école, cumuler des diplômes, aller chercher un emploi chez quelqu'un ou chez l'État. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Que direz-vous si je vous dis qu'aujourd'hui, l'un des métiers les plus pourvoyeurs, l'un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emploi en France, c'est la réparation de vélos. Ça peut vous paraître ridicule, mais puisque Paris est une ville écolo, les gens ont vendu plus de 120 000 vélos en 2 ans. Ces vélos, lorsqu'on les utilise, et puis vous verrez de très grandes personnalités être à vélo. C'est la mode.
plus vous avez la capacité de ne pas polluer et plus vous êtes à la page. Donc, c'est une affaire de culture et de codes sociaux. Ce n'est pas une affaire de fring-fring où il faut montrer sa capacité financière. Voilà. Alors, à partir de ce moment, ces vélos tombent en panne. Alors, il y a un ancien cycliste qui a gagné plusieurs Tours de France, qui a créé une entreprise qui utilise beaucoup de jeunes. Et lorsque vous êtes en panne, vous les appelez. Ils prennent 30, 40 euros au plus. Alors, vous voyez tout ce que cela peut développer. Alors, c'est par ici qu'on pense qu'il faut être en cravate, il faut cumuler plusieurs diplômes, aller chercher de l'emploi chez l'État. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Les gens ont compris longtemps. On insiste plus sur vos compétences pratiques et concrètes plutôt que sur vos qualifications qui sont sur papier. Le faire ainsi, cela contribue au développement, puisque le développement, c'est aussi des services. Et on a des pays de services. La Suisse est un pays de services, services banquiers, services autour du chocolat, services autour de tout ce que vous savez. Et c'est ça qui fait de ce pays-là un pôle de rayonnement et de vitrine sur la planète. Alors, ce n'est pas le regard des autres qui pourrait peut-être restreindre certains étudiants à peut-être aller vers la même chose. On a des parents qui ne conçoivent pas que son enfant, qui est aspirant docteur, par exemple, puisse apprendre un métier de cordonnerie. Je dis tout. Jean-Paul Sartre a dit l'enfer, ce sont les autres. Oui. Vous n'avez pas à tenir compte des autres. Vous avez à tenir compte de vous-même et de vos passions. Vous êtes socio-anthropologue, vous comprenez très bien dans nos réalités béninoises le poids du regard des autres, le poids de la société environnante. Ici, au Bénin, on tient toujours d'une façon ou d'une autre de ce que les autres pensent de ce qu'on fait. Non, moi, je suis en train de représentation sociale et vous êtes en train de parler de codes sociaux. Voilà. L'éducation est un processus qui permet de vous mouler, de vous faire un apprentissage social que vous ne devez pas casser au risque d'être un déviant. De ce point de vue, vous avez peur du regard des autres. Je ne peux pas retirer mes vêtements ici. Je ne peux pas le faire. Vous voyez un peu. Mais quant à ce que je sois un enseignant de sociologie à l'université et que dans le même temps, j'ai ma guitare ou mon piano et que vous me verrez à Sheraton en train de faire du piano et que vous pensez que c'est mauvais, ça, c'est la représentation sociale que vous avez de ce que je fais. Ce n'est pas mon problème, moi. C'est de cela que je suis en train de parler. Justement, mais il faut être fort mentalement pour pouvoir briser cette barrière parce que pour beaucoup, on me voit jouer à la guitare, par exemple, quand on me verra parmi 1000 étudiants en train de leur enseigner la socio-anthropologie, est-ce qu'on pourra me prendre au sérieux? C'est peut-être aussi ça. Pourquoi pas? Il y a en sociologie ce qu'on appelle les ascenseurs. Ce sont des ascenseurs traditionnels que nous connaissons qui vous permettent de vous hisser dans la superstructure de l'État, à savoir la politique, l'armée, la religion et la branche intellectuelle. Maintenant, on a les sous-ascenseurs. Vous avez connu Bob Marley par quoi? C'est simple, à l'aune d'un micro et d'une guitare. Et pourtant, ce qu'il a fait, beaucoup de gens n'ont pas pu le faire. Quand vous êtes béninois et vous êtes à l'extérieur, on vous identifie à travers deux béninois, Angélique Kidjo et Dimon Oussou. Ils sont professeurs d'université, ils n'ont jamais été présidents ou même simple ministre. Ça veut dire donc quoi? Je dis à l'instar de Louis Pasteur, faites bien ce que vous faites parce que c'est à travers cela qu'on vous illustre. Vous savez qu'il y a des écoles de musique et des écoles de théâtre où on dépense cher, on gaspille beaucoup d'énergie. Cela, n'importe qui n'est pas inscrit à Hollywood. Donc, si Dimon Oussou l'a fait, c'est que c'est un mérite. Et si je ne peux pas faire ce qu'il a fait, c'est qu'il a de mérite plus que moi. J'ai vraiment pas envie d'arrêter cette rubrique Autant savoir parce que j'en apprends et les téléspectateurs aussi apprennent. Mais ce qu'on retiendra, c'est que le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec ce qu'on choisit de faire. On est métier, à côté des études, c'est toujours bon pour demain parce que demain n'est jamais sûr. Donc, on clôture la rubrique Autant savoir qui va laisser place à l'espère. Voilà, mesdames et messieurs, notre expert, il est bien installé. Il s'appelle Nicolas Tonko. Il est à la fois entrepreneur et formateur. Avec lui, nous allons parler de l'entrepreneuriat au Bénin. Co-création d'entreprise, une piste prometteuse pour les jeunes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors déjà, dites-nous, pour vous, la co-création d'entreprise, est-ce qu'il faudrait que les jeunes l'envisagent de plus en plus? Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire de grand seul.
Donc, il est important et il est nécessaire pour que nous sommes, ou pour tout le monde qui veut entreprendre, de travailler en équipe et de fonctionner d'une manière ou d'une autre à partir des bases fondamentales même de ce que nous appelons un contrat de travail que nous pouvons élaborer entre nous-mêmes pour pouvoir fonctionner ensemble et faire sortir des grandes choses. Alors justement, vous faites bien de parler de contrat de travail parce que pendant longtemps, c'est surtout le problème de confiance. Les jeunes n'ont pas souvent confiance envers les autres et pourtant ils ont étudié ensemble, ils ont peut-être grandi ensemble, ils se connaissent véritablement. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en un autre jeune que soi et qui est peut-être dans la même dynamique pour construire ensemble quelque chose de durable? Oui, c'est possible d'avoir confiance en d'autres personnes ou en soi-même. Vous savez, il y a l'éducation de la vie associative qu'on ne nous a pas donnée depuis le bas âge. Parce que quand vous voyez dans les familles aussi, 2 enfants de même père, même mère mangent de façon individuelle. Chacun dans son plat. Chacun dans son plat. Donc c'est à partir de là que nous avions raté l'éducation de la vie associative en fait. Et nous grandissons de cette manière. Il y a aussi les barrières religieuses et d'autres barrières culturelles aussi ethniques aussi qui essaient de nous limiter et à nous mettre ensemble. Donc aujourd'hui, il est très important que chacun de nous essaie de surmonter toutes ces barrières pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir se donner la main afin de se cultiver une confiance mutuelle pour pouvoir fonctionner ensemble. Puisque ce que nous voulons faire, nous allons définir tout cela et nous allons définir les paramètres, les obstacles que nous avons à confronter, nos limites. Nous allons tout élaborer et après cela, nous allons nous dire maintenant, voilà sur telle base et telle base que nous allons fonctionner. Et chacun de nous va essayer de respecter les règles, les lignes que nous nous sommes données pour pouvoir fonctionner ensemble. Alors nous rappelons que vous êtes aussi entrepreneur agricole, mais déjà moi je me demande, est-ce que la co-création d'entreprises, est-ce que ça vaut dans tous les secteurs ? Peut-être dans le domaine agricole, mais est-ce que dans d'autres domaines aussi, les jeunes peuvent se mettre ensemble pour créer et innover ? Oui, c'est possible dans tous les domaines, surtout dans notre domaine, dans l'entrepreneuriat agricole. Il est très important pour tous les jeunes qui veulent aborder ce domaine de fonctionner en équipe parce que c'est un domaine qui limite beaucoup de risques. Et un entrepreneur, c'est celui qui prend des risques. Et si vous voulez limiter, vous voulez maîtriser vraiment les risques, il faut que vous soyez en équipe. Si vous êtes individuel, vous êtes personnel, vous êtes unique, c'est vous seul qui voulez créer votre entreprise agricole, vous êtes confronté à plusieurs difficultés, à certaines difficultés qui, d'une manière ou d'une autre, vous abandonnez votre initiative, malgré que vous avez un très grand rêve, peut-être pour votre pays ou pour votre continent. Alors, pourquoi est-ce si important de fonctionner en équipe? Qu'est-ce que être en équipe apporte? Être en équipe, c'est ça, je disais tout tantôt, que vous allez limiter les risques, puisque... C'est seulement en termes de risque que c'est important. Bon, il y a les risques. Mais si vous avez une grande surface financière et une bonne assise, est-ce que vous avez besoin d'être aussi en équipe? Oui, vous avez besoin d'être aussi en équipe parce que vous avez besoin de la contribution des autres. Quand vous voyez, et nous allons donner peut-être un exemple terre à terre, quand vous voyez les fourmis par exemple, vous voyez comment les fourmis fonctionnent? Les fourmis fonctionnent ensemble. Et je vais aussi donner un autre exemple comme, prenons le cas de l'entrepreneuriat agricole, des jeunes, je dirais des jeunes étudiants par exemple, qui veulent se lancer dans le domaine agricole et qui veulent se positionner sur l'une des étapes de la chaîne de valeur agricole et qui peut-être, ils sont au nombre de 5 et ils ont besoin d'1 million par exemple pour pouvoir se lancer. Avec 1 million, si vous vous positionnez bien sur l'une des étapes de la chaîne de valeur agricole, vous pouvez vous retrouver en 2 ou 3 semaines avec 2 500 000. Donc, si vous êtes c'est une information très intéressante. Si vous êtes seul et vous pouvez prendre peut-être 1 an pour pouvoir chercher 1 million, alors que si vous étiez 5, vous pouvez rapidement, mobiliser 1 million et vous pouvez le faire et déjà en 3 semaines ou en 1 mois, vous avez déjà 2 500 000 et vous maintenez le capital
Et maintenant, le bénéfice que vous faites, ça peut être partagé au prorata de ce que chacun pourra contribuer. Mais justement, c'est là toute la beauté ou toute la difficulté de la chose. C'est bien beau de se mettre ensemble au départ pour décider de créer, mais à la fin, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans la gestion même, dans l'orientation qu'on donne à l'entreprise, dans comment est-ce qu'on répartit et les dépenses et les bénéfices. Qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser l'affaire, justement? C'est ça, je disais, madame, tout à l'heure, que nous savons, on a l'obligation d'avoir un contrat. Est-ce que nous devons respecter nous-mêmes. Avec le contrat de travail, oui, on a réglé le problème et on n'en a plus, on n'en parle plus? Oui, il y a le contrat que nous allons rédiger nous-mêmes. Un contrat notarié? Est-ce qu'il faut passer devant le notaire ou juste un contrat oui, vous devez impérativement passer devant le notaire pour pouvoir pour amener chacun à respecter, en fait. Parce qu'il y a une influence de la justice qui peut amener l'autre aussi à respecter ce contrat. Il y a la confiance en soi que chacun de nous doit essayer de développer. Parce que si tu as confiance en toi, avoir confiance à tes coéquipiers, à tes amis, à tes collègues n'est plus difficile, en fait. Et il y a aussi l'éducation, les formations que nous devons essayer de faire nous-mêmes et pour pouvoir nous mettre dans les mêmes dynamismes, en fait. Sinon, si l'autre, lui, durant toute sa vie, peut-être c'est quelqu'un de trentaine ou quarantaine, durant toute sa vie, il n'a écouté qu'on ne travaille pas ensemble. Il ne faut jamais fonctionner en équipe. Lui, il n'a qu'à entendre cela. S'il est avec toi, lui sera très difficile. Voilà. Donc maintenant, si vous avez il y a des gens qui donnent des formations dans presque tous ces domaines-là aujourd'hui, comment créer une société. Comment travailler en équipe aussi, ça s'apprend, non? Il devrait y avoir des formations pour amener les jeunes à comprendre qu'on travaille en équipe. Oui, ça se fait. Et aujourd'hui, il faut que si les jeunes aussi veulent travailler ensemble, il faut qu'ils essaient de chercher ces formations pour pouvoir suivre et essayer, parce que l'autre chose est de suivre les formations et de les mettre en application. Et de les mettre en application. Et c'est ce qui nous manque en réalité, puisque nous avons tellement de formations que nous n'appliquons pas. Et ça nous rend inefficaces même sur le terrain. D'accord. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est que pour les jeunes, tout le monde veut être chef. Qui sera le chef? Qui sera la tête? Qui va diriger qui? Ça aussi, c'est des questions dont il faut tenir compte quand on se décide à travailler ensemble en équipe. Oui, tout le monde veut être chef. Et là, il y a le leadership. Il y a le leadership par exemple, moi, si je prends mon cas, nous sommes en équipe. Nous sommes en équipe, je suis dans une équipe de 15 personnes et c'est une société coopérative que nous avons créée depuis 2015 et j'assure la présidence depuis 2015. Bientôt, chez vous, c'est tournant? Oui, c'est tournant. Okay. C'est tournant. vous n'avez qu'un mandat de 3 ans, non renouvelable. Ah, et c'est bien défini dans les statuts. Oui, ça. Non renouvelable. Vous faites les 3 ans, vous descendez, une autre personne passe. Donc là, il faut que déjà dans votre contrat, dans les lignes à suivre pour pouvoir bien faire tourner votre entreprise, il faut que cela y figure et que vous mettez en même temps les barrières pour ne pas frustrer d'autres, pour éviter les dérives. Chez nous, ce problème ne peut pas se poser. Je sais que j'ai un mandat de 3 ans, je finis, je suis membre. Je suis dans le conseil d'administration. Quand j'ai été président, est-ce que redevenir simple membre, est-ce que c'est facile? Non, je suis toujours membre du conseil d'administration. Et c'est fini. Donc j'ai toujours le droit de vote, j'ai toujours le droit à la parole. Oui. Bon, ça c'est déjà un bon principe. Être président, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Le reste, si vous êtes même là, vous êtes le chef même, si le chef n'a pas une clairvoyance donnée et le chef ne se donne pas à d'autres personnes et n'écoute pas aussi, il n'est pas un bon dirigeant. Ça fait que vous conduisez votre entreprise, l'entreprise dans la dérive et c'est fini. Oui, il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas abordé, c'est qu'une entreprise, c'est des ressources humaines et c'est peut-être aussi un personnel à payer. Alors, si on s'entend ensemble pour se mettre ensemble, c'est qu'au départ, on est prêt pour le sacrifice. Donc, la main-d'œuvre pour le travail est déjà là et prêt au travail. Est-ce que ce n'est pas un facteur à prendre en compte aussi? Oui, il y a ça. Il y a les sacrifices du début, comme vous l'avez souligné. Et on doit tenir compte de tous ces sacrifices aussi pour pouvoir fixer nos rémunérations respectives. Et
Ça dépend de ce que chacun contribue, ce que chacun fait dans l'entreprise. Et tout ça... Donc, ce n'est pas que le capital, c'est aussi l'effort fourni. C'est aussi l'effort fourni, oui, c'est aussi l'effort fourni. Puisque si nous allons nous baser sur le capital, au début, vous êtes étudiant, finissant, vous savez ce qui se passe au Bénin. Boursiers, les premières bourses, qu'elles sont faites avec, il faut acheter une moto. On n'a pas l'idée d'entreprendre avec, il faut acheter une moto. Quand vous achetez une moto, vous avez le quotidien de la moto que vous devez réparer, vous devez payer de carburant. Tout ça, là, ça vous consomme. Donc, au début, le capital est pratiquement inexistant, mais il y a l'effort, il y a l'énergie physique, il y a tout ce que nous mettons en œuvre pour pouvoir. Mais pour éviter, pour mettre une barrière à tout ça, c'est dans le contrat que vous allez tout définir. Et le problème ne se pose plus. Si on peut fonctionner ensemble, je crois que nous pouvons beaucoup faire, non seulement pour le Bénin et pour l'Afrique aussi. Alors, parlons un peu de vous maintenant. Pourquoi est-ce qu'au départ, vous avez opté pour travailler ensemble? Qu'est-ce qui vous a amené à opter pour ce choix? Pourquoi vous n'avez pas voulu créer votre entreprise tout seul? Au fait, moi, j'ai toujours fonctionné en équipe. Presque... Est-ce une culture personnelle? Est-ce votre milieu? Est-ce que vous avez grandi avec en tête que travailler en équipe, c'est mieux? Oui, chez nous, à la maison, vous devez faire ensemble. Et ça m'a amené depuis au collège, on a initié beaucoup de choses ensemble et nous faisons ensemble avec les amis. Et c'est par là, on se connaît. Et à l'université aussi, c'est à partir de là aussi, on s'est choisi pour dire voilà, nous allons faire ci à la fin de nos études. Et les autres tardaient à finir. Au moment où moi j'ai déjà fini, j'ai démarré quelque chose. Mais quand je vois les difficultés auxquelles je suis confronté chaque jour, m'ont amené à dire non, il faut que nous irons ensemble. Et c'est comme ça qu'on a fait un consortium et nous sommes mis ensemble et on a défini les paramètres. Nous avons un statut, un règlement intérieur que nous respectons et nous avons un contrat signé par le notaire que nous respectons et chacun. Scrupuleux. Donc chacun sait à quoi s'en tenir. Vous avez parlé de quelque chose qui m'a un peu intriguée, quand même intéressée. C'est que déjà en famille, on vous a appris que rester ensemble, travailler ensemble, c'est bien. Ça veut dire que les parents doivent déjà commencer par initier leurs enfants au travail en équipe et tout ça. C'est capital pour les parents de le faire. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent le faire et ils doivent déjà commencer par éduquer les enfants à travailler ensemble. Aujourd'hui, vous m'excusez beaucoup, madame. Aujourd'hui, quand vous voyez au niveau de la sphère religieuse, aujourd'hui, nous parlons, tout ce monde-là qui parle de Jésus-Christ, vous voyez que c'est un monde un peu touffu et tout le monde est divisé. Et on parle de Jésus à sa manière. On va éviter d'aller vers les considérations religieuses. Là, nous essayons à partir puisque beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes aussi écoutent les chefs religieuses. Il faut que les chefs religieuses incitent les jeunes à la vie associative. Et éduquent, prononcent des discours qui unissent plus à la vie associative. Et vous allez voir que quand ça commence de la maison, et à l'église, on te dit ça. À l'école aussi, on te le dit. Aujourd'hui, le nouveau programme, vous devez travailler en groupe. Le nouveau programme vous oblige à travailler en groupe. C'est aussi un symbole, un signe que nous saluons beaucoup. Et tout ça doit nous amener à travailler, à fonctionner ensemble pour pouvoir créer ce que nous pouvons. Alors donc, à la maison, à l'école déjà, il faut qu'on nous apprenne à travailler ensemble. C'est ce que moi, je retiens de l'ESPER. Donc pour entreprendre, vous le savez dorénavant, il faudra vous associer. Ce qui est sûr, ça facilite la vie, autant en termes de ressources humaines qu'en termes de surface financière à développer au départ de l'entreprise. Merci à vous de fidèles à ce plateau. Nous raccompagnons notre invité, c'est sûr, et nous allons passer à une autre rubrique. Ce sera Nature et Bien-être. Voilà, je vous le dis, avec le grand rendez-vous, personne ne sera lésé. Nous avons parlé des jeunes, là maintenant nous parlons des personnes âgées. Nous nous intéressons aux pathologies de l'âge mûr. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. Elles sont souvent délaissées, confrontées à l'isolement, considérées à tort ou à raison comme une charge supplémentaire.
Les personnes du troisième âge, victimes silencieuses d'un phénomène qui n'est certes pas nouveau, mais qui reste un sujet presque méconnu, la maltraitance. Il y a la maltraitance physique, et ça c'est des coups et blessures, c'est vrai que ce n'est pas les plus fréquents. Nous avons la maltraitance psychique et psychologique, sous forme de violence verbale. Il y a la maltraitance financière, où il y a de la spoliation. Vous voyez, les enfants sont prêts à récupérer un héritage chez leur père, même avant son décès. Qu'elle soit donc physique, morale ou psychologique, cette maltraitance est de plus en plus combattue par des organismes spécifiques. C'est le cas de ce centre d'accueil et de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Plus qu'une aide matérielle, ce centre offre aux personnes du troisième âge une présence rassurante. Ici, je me sens bien. Au-delà, l'État fait également des efforts pour accompagner les organismes de la société civile en assurant aux personnes âgées une vieillesse paisible. Cela passe par la politique nationale élaborée en faveur des personnes âgées. Et on a fait des plaidoyers pour que, vraiment, dans notre contexte béninois, qu'on puisse dire que nous ne maltraitons pas nos vieux, que les personnes âgées de chez nous sont bien des ressources et non des charges. Et en dehors de ça, c'est les instances d'épanouissement que nous continuons de développer et de promouvoir pour permettre aux personnes âgées d'être vraiment plus heureuses. La politique a 3 axes stratégiques. Un axe qui concerne le plaidoyer au niveau national pour faire comprendre la nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes âgées. Le second axe porte sur les dispositions de protection sociale. Le troisième axe concerne surtout la prise en charge sanitaire des personnes âgées dans cette politique-là. C'est déjà bien cette volonté politique de penser à mettre en place des outils pour quand même commencer à accompagner les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, on ne conjugue pas le verbe au futur, tout se conjugue au présent. Selon les données statistiques, il existe au Bénin environ 570 500 personnes âgées. Des personnes qui ont le droit de vivre dans la dignité, en sécurité et sans aucune forme d'abus, d'après le plan d'action international de Madrid sur le vieillissement. Voilà, retour donc sur ce plateau où nous recevons le docteur Farid Zimetamou. Il est médecin généraliste et avec lui, nous allons parler de la santé au soir de la vie, les pathologies de l'âge mûr. Déjà, moi, j'aimerais savoir, est-ce que ces pathologies sont liées à la vieillesse ou à un autre état particulier? Bonsoir, mademoiselle. Comment vous allez? Bien, merci. J'espère aussi que l'auditeur se porte bien. Oui. Alors, qui dit pathologie de l'âge mûr, dit pathologie du troisième âge. Alors, il y a une journaliste, Edith Bouque, camerounaise, qui a dit que le troisième âge est incontournable. Il rendra visite à tous les vénards. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle fait ressortir le caractère inévitable de la vieillesse. De la vieillesse. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la vieillesse? La vieillesse est une dégénérescence progressive de toutes les fonctions vitales de notre corps. Vous mettez quoi dans fonction vitale déjà? Le corps est organisé en cellules. Ces cellules, un peu plus grosses, sur un plan plus macroscopique, s'organisent en systèmes. Si nous avons des systèmes, ils sont tous coordonnés pour faire marcher l'organisme de manière synchronisée. Alors, parlant de vieillissement, nous allons parler de vieillissement des systèmes. On va commencer par la tête et on va descendre. Il y a 4 types, 4 groupes dans tout ce que nous avons comme pathologie du troisième âge. Nous allons commencer alors par la tête. Le premier groupe, c'est le premier groupe qui marque les dégénérescences primaires, c'est-à-dire pures, essentielles, c'est-à-dire une cellule qui commence son fonctionnement, qui naît, avec le temps, elle finira par vieillir. Au niveau de la tête, le système nerveux, il vieillit. En vieillissant, il y aura certaines fonctions qui ne seront plus
d'actualité seront plus efficaces. Nous n'allons pas faire peur aux personnes d'âge, mais c'est juste pour mieux comprendre son corps et mieux s'armer face justement à la vieillesse. Je suis sûre qu'il y en a qui sont inquiétés de rien. Oui. C'est le cours naturel de la vie. De toutes les manières, il faut prévenir. Savoir, c'est mieux se préparer. Oui. Donc, certaines maladies du système nerveux, comme le Parkinson, où nous avons certaines cellules neurologiques qui meurent plutôt que d'autres, et donc il y a un groupe musculaire. Il n'y avait pas ces cellules neurologiques qui ne vont plus fonctionner. Ils vont donner des mouvements saccadés et une coordination imparfaite des mouvements. Mais justement, on guérit de la maladie de Parkinson. Non, on ne guérit pas. On ne peut pas guérir. Il y a des recherches qui sont faites à l'étranger pour essayer de remplacer les cellules neurologiques perdues. Si on y arrive, tant mieux. De toutes les manières, une vie sans recherche, on n'en a pas, il n'y en a pas. Donc, on va toujours continuer à faire des recherches. D'accord, là, on en est au système nerveux. Pour le moment, on fait juste des palliatifs, comment on appelle, des traitements palliatifs. Alors, après le système nerveux, nous voyons un peu l'appareil visuel. Nous avons la baisse de l'acuité visuelle. Mais ça peut se corriger avec les verres, non? Oui, ça peut se corriger. Donc, il y a ça, c'est la presbytie, par exemple, la cataracte, par exemple. Alors, nous allons au niveau des oreilles, le système auditif. Nous avons les surdité qui arrivent parce qu'on n'arrive plus à bien entendre progressivement avec l'âge. Alors, descendons au niveau, par exemple, de la poitrine. Nous avons le cœur ici. Mais est-ce que tout le monde a ces symptômes? Parce que vous voyez parfois des personnes âgées, 90, 100, et qui entendent très bien, qui marchent normalement. On se demande comment, Donc, alors, vous direz c'est le sport, je vois quelqu'un me dire que c'est le sport. D'une part, c'est le sport, c'est très important. Il y a aussi l'alimentaire, qui est aussi très important. Et il y a aussi les dysfonctions héréditaires. D'accord. Mon père a eu la maladie de Parkinson pour que je l'aie plus forte. Voilà. Donc, par exemple, le diabète, si nous entrons dans le système endocrinien, c'est-à-dire le système des hormones, si nous avons des parents diabétiques, nous avons des prédispositions à être diabétiques. Le diabète qui est une, comment on appelle, insensibilité, parce qu'il y a deux types, le diabète de type 1 et le diabète de type 2 qui est secondaire. Le diabète de type 2 pardon, qui est secondaire, le diabète de type 1 qui est essentiel. Alors nous avons une insensibilité progressive des cellules face à une hormone qui fait entrer le sucre dans les cellules. Vous voyez? Donc avec le temps, nous allons faire du diabète. Vous voyez un peu? Alors, quittons le système endocrinien, nous pouvons aller au niveau des os. Les os qui, avec le temps, on dit souvent les vieux ont mal aux os, oui, voilà. Ils n'arrivent pas à bien marcher. Voilà. Nous allons avoir au niveau des articulations un vieillissement des cartilages, donc les arthroses. Ça ne se change pas, les cartilages? Avec des prothèses, on peut y arriver aujourd'hui. On remplace l'appareil. Mais c'est jamais pareil qu'à l'état neuf? Non, ce n'est jamais pareil. Le naturel est toujours mieux que l'artificiel. En dehors, par exemple, des arthroses, nous pouvons aussi avoir urinaire, ou disons gynécologique, chez l'homme, les incontinences, les faiblesses sexuelles, chez la femme aussi les incontinences. Mais pas de faiblesse sexuelle chez la femme. Ah bon? C'est déjà chez la femme, incontinence, il n'y a pas de faiblesse en effet. Alors, mais il y a la sécheresse, non? Oui, il y a la sécheresse vaginale. Tout ça aussi, ça fait partie du vieillissement de la glande qui permet de sécréter ce liquide qui humidifie le vagin. Alors, tout autant qu'organiser le système du corps, il y a plusieurs fonctions qui vont dégénérer. D'accord. Alors, docteur Tamo, si vous le voulez bien, l'heure du journal est sacrée. Roch Aurélien nous s'impatiente dans son beau décor et on le rejoint pour le journal.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal, dont voici les principales articulations. Elle a été effective, la rentrée scolaire 2018-2019 au Bénin. Établissement primaire et secondaire de Cotonou, les cours ont bien démarré. Nous sommes allés faire le constat. Et cette année scolaire a aussi démarré avec plusieurs réformes pour rehausser le niveau des apprenants. Au nombre de celles-ci, l'acte dicté qui revient au programme. Quelle est son utilité? Nous en parlerons. Chine s'engage de nouveau aux côtés du Bénin pour atteindre l'objectif zéro insécurité alimentaire. Le Forum Partage 2018 a servi de cadre à la présentation des opportunités pour booster la production agricole au Bénin. Et on ouvre ce journal par cette information en bref. En moins d'une semaine, le prix de l'essence de contrebande appelée Payor a augmenté de 42% au Bénin, passant de 350 à 500 francs le litre. D'après les premières informations, l'augmentation serait due à la crue du fleuve Ouémé. L'importation depuis le devient donc difficile et les passeurs ne peuvent importer que de petites quantités. Les conséquences sont très importantes à Cotonou puisque 60% des motocyclistes et automobilistes s'approvisionnent à cette essence puisque la demande est aussi forte mais l'offre faible, les prix ont donc flambé. Mais les acteurs du secteur rassurent d'une baisse très bientôt du coût de ce liquide inflammable très utilisé au Bénin. La rentrée scolaire 2018-2019 prévue pour le lundi 17 septembre 2018 a effectivement démarré au Bénin dans les établissements primaires et secondaires. De Cotonou, les cours ont démarré. Une équipe de notre est descendu dans quelques écoles pour faire le constat. Françoise Nisso, Marianne Bossémédé. Durant 3 mois, la petite école est restée fermée. Aujourd'hui, apprenants et enseignants ont repris le chemin des classes. Ni l'eau, ni les travaux entrepris n'ont empêché les locataires de l'école primaire publique de Sénandé 2 de se retrouver. On a fait du thé. Je suis content que je vois mes amis aujourd'hui. La matinée, nous, on a commencé déjà par suivre rigoureusement l'emploi du temps. On a fait le vocabulaire thématique, on a fait également la lecture oralisée. Après la récréation, on continue avec la mathématique. Ici aussi, dans cet établissement du secondaire, les cours ont effectivement démarré. Les professeurs s'attellent déjà à transmettre le savoir au grand bonheur des apprenants. Je suis content de rencontrer mes amis, les professeurs et de commencer une nouvelle année. On commence bien la rentrée, les cours se déroulent bien, la présentation, ça va. Les professeurs avant, aujourd'hui déjà à la pré-rentrée, chacun connaît son emploi du temps et ceux qui ont cours à 7 heures étaient effectivement là à 7 heures. Pendant ce temps, les parents d'élèves retardataires procèdent au dernier réglage. Nous sommes venus pour finaliser les dossiers de nos enfants que nous avons inscrits dans cet établissement. C'est le premier jour de la rentrée et déjà les élèves promettent donner du leur. Je veux donner le meilleur de moi-même par rapport aux années antérieures et aussi je veux pouvoir prouver à tout le monde que je peux faire plus que ce que j'avais fait avant. L'engagement est pris, la détermination est certaine chez les apprenants et chaque maillon de la chaîne s'engage à jouer sa partition. Il faudrait que les mesures d'accompagnement suivent. Il faudrait qu'il y ait la bonne volonté, surtout l'honnêteté de chaque côté. Que chacun joue sa participation pour mettre ses apprenants en confiance. Ici, on est bien discipliné, on fait bien les devoirs, on s'applique, on étudie ses leçons, on fait les exercices. On peut naturellement réussir parce que ça suppose un effort. Décidé et motivé, chacun nourrit un vœu, une année apaisée et réussie. La rentrée scolaire 2018-2019 n'a pas eu lieu qu'au Bénin. Au Niger, les lycées publics et privés ont aussi ouvert leurs portes hier sous le signe de la stabilité, de l'accès et du maintien des filles à l'école. Selon les autorités nigériennes de l'éducation, toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement de l'année scolaire. Pour ce faire, près de 2 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'acquisition de fournitures scolaires. La rentrée pour les élèves des collèges d'enseignement général prévu pour le 1er octobre prochain, a également rappelé le ministre de l'Éducation nationale du Niger.
On revient au Bénin, mais on reste toujours dans le secteur de l'éducation. L'année scolaire 2018-2019 a démarré hier avec des réformes pour rehausser le niveau des apprenants. Au nombre de celles-ci, il y a la dictée qui revient au programme. Roch Germain Achopossi, inspecteur de l'enseignement du premier degré, estime que l'école autrefois malade va recouvrer sa santé et reconquérir sa place dans le temps. Il fait un diagnostic et met un accent sur l'importance de la dictée. Il est au micro de Amandine Aniabossou. À un moment donné, les acteurs de l'école à tous les niveaux ne jouaient plus pleinement leur rôle. Si bien que les résultats sont là. L'école produit des enfants qui ne sont pas à même d'affronter correctement les examens de fin de cycle. Mais aujourd'hui, de plus en plus, l'école est en train de reprendre ses rênes et pour le bonheur du peuple tout entier. Alors, la dictée, je dis bien, c'est un exercice qui vise à vérifier la maîtrise de la langue française. La maîtrise en ce sens que si l'enfant, au cours des activités pédagogiques, l'enseignant amène l'enfant à apprendre des règles ou bien à orthographier, à développer des compétences en matière de conjugaison, il faut une occasion pour l'enfant de montrer de quoi il est capable, ce qu'il a maîtrisé. La dictée vient pour répondre à cette question. Son retour, il ne faudrait pas que nous la voyions sous l'angle rébarbatif qu'avait été la dictée autrefois. Puisque la dictée que moi j'ai connue, c'est sûr que ce n'est pas celle que vous avez connue. Moi, à 7 fautes et demie au CEP, vous êtes éliminé. N'a-t-on souvent pas dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse? Alors, lorsque nous savions qu'à 7 fautes et demie, nous serons éliminés en dictée, alors chacun s'adonne au travail pour ne pas tomber à ce niveau-là pour réussir son examen. Donc la dictée, c'est vrai, elle revient. Les conditions de son intégration seront définies par un arrêté. Le temps nous donnera l'occasion de voir dans quelle mesure la dictée qui viendra va s'installer dans les épreuves au programme du CEP 2019. La Chine et le Bénin, un mariage toujours fécond, est-on tenté de dire, omniprésent dans plusieurs secteurs de croissance économique, l'Empire du Milieu s'engage de nouveau à aider le Bénin à atteindre l'objectif zéro insécurité alimentaire. Le Forum Partage 2018, organisé le week-end écoulé, a dévoilé les réalisations et opportunités qu'offre la Chine au Bénin. Bernard Djogbe, Patrick Adiagodou ont assisté à ce forum. Voici leur. Depuis les années 2000 à ce jour, la Chine mise sur le continent africain. Près d'une vingtaine d'années d'amitié et plus de 10 000 entreprises chinoises seraient actives en Afrique, selon le cabinet américain McKinsey. En Afrique de l'Ouest, les relations de réciprocité entre la Chine et le Bénin connaissent une croissance effrénée, surtout dans le domaine agricole. Il y a 3 points essentiels à saisir pour cette coopération agricole sino-béninoise. D'abord, il y a le Sucopé, une société Sucopé, donc une société de sucre à Savé. Et puis il y a aussi le CPT à Lokossa, donc une société à capitaux mixte entre le Bénin et la Chine. Et puis il y a aussi le centre pilotage agricole sino-béninois, qui se situe à Semeboji. Faire du Bénin une puissance agricole à fort potentiel, avec de réelles opportunités d'investissement. La Chine est l'un des partenaires privilégiés du Bénin. La Chine peut accompagner le Bénin, appuyer le Bénin à l'installation des unités de transformation, à l'installation des unités de mécanisation agricole par exemple. Et sur le plan de mise en marché, je pense qu'aujourd'hui, la Chine a besoin du soja. Le Bénin peut fournir sa production
de soja à la Chine. Le marché existe, la demande elle est forte. J'ai même peur que le Bénin puisse satisfaire quand même ce grand marché. Le textile est promu par la Chine à la faveur de cette rencontre de partage d'informations initiée par l'ambassade de la Chine près le Bénin. Les efforts de l'Empire du Milieu sont salués. Vous savez qu'aujourd'hui, 99% de notre production de coton est vendue sur le marché sans être transformée. Seulement 1% est transformé par une usine textile qui est installée, je crois, à Lokossa. Donc, en matière de coopération et sur le plan des textiles, la Chine représente une opportunité pour le Bénin. La mécanisation agricole atteint près de 50% des surfaces cultivées en Chine. La culture du riz est mécanisée à 68% et celle du maïs à 100%. Du labour à la récolte, voire la transformation, le Bénin veut compter sur l'expertise de la Chine. On a besoin de produire de la viande, ça fait partie des domaines où on a des déficits. Donc la Chine a de l'expertise. Ils ont de l'avantage dans la production de poissons avec des technologies de pointe. En matière de transformation ou de conservation, nous avons beaucoup de choses à apprendre de la Chine et peut-être aussi à donner. L'échange n'est jamais unilatéral. Depuis une quarantaine d'années, la coopération sino-béninoise a connu plusieurs acquis. Avec des vingtaines d'infrastructures qui ont été réalisées avec le don du gouvernement chinois dans le domaine agricole, dans le domaine numérique, dans le domaine de PDB. Mais la coopération ne s'arrête pas là. L'objectif, c'est bien sûr de renforcer encore les capacités de production et de permettre à encore plus grand nombre d'agriculteurs béninois qui recevront leur formation ici au Bénin et en Chine. La Chine s'engage à aider le Bénin à développer les filières agricoles à haute valeur ajoutée pour une autosuffisance alimentaire et la croissance économique. Et on boucle ce journal par l'Égypte où tous les paiements dépassant 100 000 livres égyptiennes doivent être effectués par voie électronique à tout organisme gouvernemental à compter de janvier 2019, a annoncé le ministère des Finances. Selon les autorités du pays, cette décision fait partie du plan gouvernemental visant à réaliser l'inclusion financière et la transition vers une société sans numéraire, mais également à mettre en œuvre le système d'information sur la gestion financière du gouvernement. À cet effet, des programmes de formation sont en cours à l'attention des fonctionnaires et agents de l'État sur l'utilisation du nouveau système électronique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous encore, Aurélia Koino, pour toutes ces informations. Nous revenons dans le grand rendez-vous. Le plateau de Nature et Bien-être se poursuit. Notre invité est toujours là avec nous, le docteur Farid Zimetamou. Alors avec vous, nous sommes en train de parler des pathologies de l'âge mûr, les pathologies de la vieillesse. Et on en était justement au niveau de l'appareil gynécologique. Alors, au niveau de l'appareil gynécologique, un peu plus tôt, chez l'homme, l'une des pathologies dégénératives qu'on rencontre le plus souvent, c'est les incontinences urinaires, faiblesse sexuelle et aussi l'hypertrophie aussi de la prostate, elle est bénigne. L'hypertrophie de la prostate. Alors, chez la femme, c'est principalement les incontinences urinaires aussi. Alors, quand nous descendons un peu plus... La femme est alors mieux lotie que l'homme sur ce point. Bon, si on entre un peu plus dans les détails, on va encore trouver d'autres pathologies. Chez la femme aussi. Oui. Donc j'essaie juste de donner les pathologies les plus fréquentes. Celles qu'on observe le plus fréquemment. Parce que c'est un sujet qui est très vaste, il est très très vaste. Et tout ce qu'il faut juste savoir à partir de ces informations que je viens de donner, c'est que tout ça se gère. Il ne faut pas vous alarmer. Est-ce qu'il faut prévenir? Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir cela? Ou on est condamné déjà là à vivre tout ça? Il faut rassurer ceux et celles qui nous suivent, justement, qui sont plus loin de l'âge mûr. Vous savez, quelle que soit votre position, vous ne pouvez jamais empêcher le cheveu blanc de pousser. Oui. Vous savez juste qu'il viendra à un moment donné. Vous pouvez le prévenir. Vous pouvez savoir comment il va se manifester et vous pouvez prendre vos dispositions pour mieux le recevoir, pour mieux le vivre.
Donc nous sommes là, nous les médecins, nous sommes là pour vous y aider par contrôle qui nous permettrait d'avoir des indicatifs, des éléments sur la route, sur ces pistes-là. À quel âge il faut que les contrôles soient fréquents? Est-ce à partir de la quarantaine? En général, sinon, disons à partir de 50 ans, il faut faire au moins un contrôle chaque 6 mois. À partir de 50 ans? Si vous avez les moyens. 6 mois. Si vous avez les moyens, faites-le le plus souvent possible. Mais d'autres vous disent que c'est se stresser qu'aller chez le médecin tout le temps, une fois tous les 6 mois. En fait, se stresser, ce n'est pas vraiment le bon terme. C'est plutôt... se rassurer qu'on est en bonne santé. Se rassurer qu'on est en bonne santé et savoir qu'on a encore plusieurs jours à vivre encore sur cette terre. Donc, contrôlez-vous, c'est le mieux. Il y a des moyens, il y a des méthodes pour retarder ces différentes pathologies qui vont nous cibler tôt ou tard. Donc, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Alors, au plateau, vous parliez tantôt de l'alimentation aussi et du sport. Ça veut dire qu'il y a d'autres aspects qui entrent en ligne de compte. On ne vieillira pas tous de la même manière. Je vois des femmes de 40 ans qui sont toujours très bien conservées et d'autres qui sont relâchées. Ce qui est sûr quand même. Hein. Ah oui, en effet. Bon, voilà alors. Il y a différents types d'hommes sur cette terre. Vous voyez, il y en a qui ont des prédispositions héréditaires. Il y en a qui font une activité physique régulière, il y en a qui se nourrissent bien. Il faut savoir qu'à différentes étapes de la vie, la ration alimentaire doit varier. D'accord. Donc nous avons une ration de croissance, nous avons une ration d'entretien, nous avons une ration de maintien. Donc tout ça, c'est des rations que nous devons adapter. Si nous allons voir le médecin au bon moment et nous lui demandons ce qu'il faut faire, il nous dira exactement quel type de ration est adapté pour nous et cela nous permettra de nous maintenir. Donc ce n'est pas nouveau de voir une femme de 40 ans qui est aussi jeune qu'une femme de 20 ans, de 30 ans. C'est parce qu'elle a bien suivi les conseils de son médecin. D'accord. Mais déjà, quand vous parlez d'alimentation, ce qui me fait sourire, c'est que souvent, on conseille aux personnes âgées de manger beaucoup de crabes, de crustacés. Mais j'en connais qui n'aiment pas ça du tout. Hein. Oui. Bon, on peut leur dire de ne pas manger du crabe, des crustacés, mais il peut prendre autre chose. D'accord. Un palliatif. Le poisson, par exemple. C'est très bon. Vous voyez un peu. Pour les personnes âgées. Oui, c'est très bon. Est-ce qu'il y a aussi les fruits. Les fruits. Tous les fruits? Les fruits, tous les fruits, enfin. Il ne faut pas qu'ils soient trop sucrés. Enfin, on dit toujours que tout excès nuit. Il ne faut pas qu'ils soient trop sucrés, il ne faut pas qu'ils soient trop acides. Ça doit être équilibré. Et en général, en soirée, on leur conseille de prendre des nourritures qui sont légères pour la digestion. Vous dites souvent nourriture légère, mais on ne comprend pas ce que vous mettez dedans. Nos mets à nous, il y en a combien qui soient légers? Oui, c'est ça le problème des cultures. La culture africaine est souvent habituée à avoir vraiment, elle est très riche. Et c'est pour ça qu'il faut faire des informations, il faut faire des sensibilisations pour pouvoir amener le peuple à se responsabiliser et se conscientiser sur le fait qu'une alimentation qu'elle utilise d'habitude jusqu'alors doit être complètement régulée vers la fin vers le 3e âge. Alors, comment? Il y a des éléments. De la même manière qu'on ne peut pas courir aussi jeune que vieux, il y a des courses qu'on ne peut plus faire. C'est sûr. Même si dans la langue, on a toujours envie de sentir, de temps en temps. Mais il faudrait qu'à un moment donné, qu'on se conscientise. Ah oui, je suis vieux, donc il faut que je commence. Il faut déjà l'accepter, hein, qu'on est vieux. Ah oui. Il y en a qui refusent. Oui, il y en a qui refusent. Mais malheureusement, hein, devant les faits, leur corps l'accepte. Donc on n'a pas le choix. Hein. Il faut se mettre devant les faits accomplis. Hein. Donc, à part l'alimentation qu'il faut réguler, et ça se fait de commun accord avec son médecin que vous recommandez de voir tous les 6 mois à partir de 50 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut proposer? On avait parlé un peu plus tôt de l'activité physique. Une activité physique régulière. Vous mettez quoi pour une personne âgée? Activité physique régulière, c'est quand même pas courir 20 km à plat, n'est-ce pas? Non, pas vraiment courir. Une marche régulière. La natation, c'est poser. Une personne âgée en maillot? Oui, une personne âgée, oui, bien sûr, il n'y a pas d'âge pour ça, c'est le sport. Il faut qu'on laisse tomber les tabous, il n'y a pas d'âge pour le sport. Le sport peut toucher aussi bien l'enfant qui a 3 ans que celui qui a 70 ans, 80 ans et même plus. Donc vous connaissez, il faut conseiller la marche, la natation. La natation. Donc surtout la natation, elle est très 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 bonne pour les personnes âgées. C'est vrai que dans nos pays ou dans nos conditions actuelles, ceux qui doivent y accéder doivent avoir un certain niveau de vie. Donc voilà pourquoi on fait une alternative avec la... Ils ont peut-être le fleuve à côté, ou la lagune, ou le lac. On ne va pas les envoyer. Donc, il y a la natation aussi là. Il y a la gymnastique.
qui est aussi là. La gymnastique. Oui, la gymnastique. Pour les personnes âgées aussi. Oui, la gymnastique. Donc, pas des gymnastiques avec des mouvements trop étirés. Parce que là, il y a le risque de vieillissement des os qui risque de se briser. Est-ce que les ligaments aussi vieillissent, les muscles? Bien sûr, tout vieillit. Tout vieillit, même la peau, elle vieillit. Ne serait-ce que chez les personnes âgées, vous allez remarquer que la peau, elle est sèche. Parce qu'il y a de la vitamine D qui commence par... Oui. Donc, quand on commence par mettre trop de pommade, c'est que la peau va s'en ressentir. Bon, c'est des crèmes hydratantes pour pouvoir pallier à ce vieillissement, à cet assèchement-là. Donc, tout vieillit, sans exception. Tout vieillit. Docteur Farid Zimetamou, ce que je retiens, c'est que quand on ne le veut pas, on va vieillir. Il vaut mieux prendre des dispositions pour le faire dans de bonnes conditions. Hein. En effet. Donc, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, à partir de 50 ans, tous les 6 mois chez le médecin, il faut manger bien, il faut faire la natation. Autant de conseils qui vous ont été donnés par notre expert nature et bien-être. Voilà, vous l'avez compris, c'est l'heure de ActuWeb, l'actualité sur la toile. Les formations, c'est tout de suite. En Tunisie, un forum international sur les partenariats publics-privés s'est ouvert ce mardi avec 250 entreprises participantes. À cette occasion, 33 projets pour un coût de 5,4 milliards d'euros seront analysés. Les investisseurs vont juger de la pertinence de financer un port en eau profonde à Tunis. Selon le site Jeune Afrique qui nous donne cette information, le forum va permettre de réaliser des projets importants et rentables au profit du secteur public, dixit le ministre tunisien du Développement, Ziad Ladari. Quittons la Tunisie pour le Brésil où le marché des voitures blindées d'occasion est en pleine expansion. Le pays est en effet le premier marché du monde des voitures blindées à cause de l'insécurité qui y règne. Toutefois, la crise économique pousse de nombreux acheteurs à opter pour des voitures d'occasion. L'information est publiée sur le site d'information Libération. Nous pouvons lire que le blindage d'un véhicule neuf coûte environ 13 000 €, pratiquement de quoi s'acheter une nouvelle voiture. La guerre commerciale entre Washington et Pékin se durcit. Selon le site RFI, 50 à 2 milliards de dollars de produits chinois vont être taxés à l'entrée du territoire américain. Une décision du président américain pour défier la Chine qui, selon lui, se croit en position de force. Donald Trump écarte toutefois quelques produits particuliers, comme les montres numériques d'Apple et les sièges automobiles de bébé. Le site d'information précise que la surtaxe pourrait passer de 10% à 25% d'ici la fin de l'année. Tout ceci dans le but de contraindre Pékin à engager des discussions sérieuses sur l'ouverture des marchés chinois. Pour finir, en France, une enseignante est poursuivie en justice pour des relations avec des élèves mineurs. Cela s'est produit à Marseille, où l'enseignante a eu des relations intimes avec 5 de ses élèves, dont 3 mineurs âgés de 15 ans. C'est une information du site La Nouvelle Tribune. La professeure de 37 ans, Camille Juliane, a été photographiée dans une situation délicate à la fin de l'année antérieure. Depuis, elle a fait objet de multiples chantages. Des lycéens lui ont demandé le versement d'une forte somme d'argent et de nouveaux clichés ont continué à apparaître. Interpellée par les forces de l'ordre, l'enseignante a avoué les faits. Camille Juliane s'est dit soulagée par le fait que ses collègues l'ont dénoncé à la direction du lycée. Ce sera tout pour la revue web de ce jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, on se retrouve demain donc. Jennifer Sachivi, nous avons déjà aimé, donc on vous retrouve demain à la même heure avec beaucoup de plaisir, c'est sûr. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous, c'est aussi le rappel de la météo.
On ne les voit pas souvent et pourtant ils sont là et ils nous accompagnent dans la réalisation de cette émission. Nous saluons tous les hommes de l'ombre, nous saluons notre réalisatrice, nous saluons les monteurs, nous saluons l'infographe, la chef d'édition et nos différents supérieurs. On salue tout le monde et nous vous disons tous merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés pour ce grand rendez-vous. On se retrouve demain toujours avec le même entrain.